Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille à écouter chaque semaine à la radio et en podcast sur quefairedesmômes.fr. Au sommaire, aujourd'hui dans votre rubrique Allô parlons jeunesse, je téléphonerai à Laetitia Malinen, maman de 2 garçons et fondatrice directrice de Nordic Bébé, la boîte à tendresse venue du Nord. Dans la rubrique À vos agendas, nous découvrirons la bande-annonce du film Venise n'est pas en Italie. Je vous parlerai du spectacle pour enfants Les aventures de Plastoc et Gouttelette à la Comédie Saint-Michel. Et je recevrai Romane Vol, chargée de communication et relations presse, pour découvrir le programme du festival Échappée Belle qui se déroulera du 23 au 26 mai prochain à Blanquefort. Et en dernière partie d'émission, la littérature jeunesse sera à l'honneur puisque mon invitée est l'autrice à succès Christine Lederoux qui publie son 5e roman Mystère au manoir aux éditions Locus Solus. Et je recevrai à cette occasion l'illustrateur Joël Legard et l'éditrice Sandrine Pandaven. À présent, comme chaque semaine et en partenariat avec l'ONG CNRJ, Allô parlons jeunesse. Que faire des mômes? L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle à présent Laetitia Malinen. Allô? Oui, bonjour Laetitia Malinen. Oui, c'est ça. Oui, bonjour Eric. Oui, c'est Eric Couder de l'émission Que faire des mômes. Enchanté. Alors, vous êtes maman de 2 garçons originaires de Nantes, diplômée de l'école de commerce Audencia. Alors, vous vivez depuis 20 ans en Finlande et êtes fondatrice et directrice de Nordic Birds Basket, dit Nordic Bébé. Alors, parlez-nous de Nordic Bébé. Oui, c'est tout à fait ça. Nordic Bébé est né en fait après la naissance de mon 2e fils. J'ai eu mes 2 garçons en Finlande. Et j'ai eu la chance de recevoir du gouvernement finlandais une boîte de maternité, comme toutes les autres mamans ici en Finlande. Et j'ai trouvé vraiment ce concept extraordinaire. J'ai vraiment apprécié, surtout que c'était la première fois que j'étais maman. Et puis en plus en Finlande, mon premier fils est né fin janvier. Il faisait très très froid. Il faisait même quand il est né, le jour où il est né, il faisait -30. Et donc je me demandais bien comment il fallait que je fasse pour pouvoir protéger contre le grand froid. Et grâce à cette boîte de maternité, je voyais bien qu'il y avait beaucoup de choses chaudes. Donc ça m'a tranquillisée. Je me suis dit que en mettant plusieurs couches et en mettant ces choses-là, je devrais garder bébé bien au chaud. Et effectivement, tout s'est bien passé. Et en plus, la boîte servait de lit. Donc c'était vraiment très pratique parce que je pouvais la déplacer en fait quand je faisais la sieste, je pouvais déplacer avec moi, je pouvais toujours avoir un œil sur mon fils qui dormait tranquillement dans sa boîte lit. Et donc j'ai trouvé ça vraiment très pratique et une grande idée et qui n'existe nulle part ailleurs sauf en Finlande. Oui. Et donc je trouvais ça dommage et je me suis dit que je voulais offrir cette même opportunité aux autres mamans en fait du monde entier. Et en plus les mamans finlandaises qui sont expatriées à l'extérieur de la Finlande ne reçoivent pas non plus cette boîte. Donc je me suis dit, il faut quand même leur donner cette chance aussi d'avoir la boîte comme si elles étaient en Finlande. Alors pour nos auditeurs qui ne seraient pas vraiment situés, la Finlande, c'est où exactement? Alors la Finlande se trouve en fait entre la Suède et la Russie. Quelles sont les températures en Finlande? Mais on peut toujours atteindre les -20 en hiver. Mais en été, en revanche,
peut atteindre aussi les plus de 30. Alors, que signifie Nordic Birds Basket? J'ai voulu faire connaître en même temps la culture finlandaise que je connais la mieux, mais aussi nordique. Donc je voulais pas m'arrêter à un mot finlandais, je voulais un petit peu élargir le concept à nordique et aussi permettait d'avoir aussi des fournisseurs autres que exclusivement finlandais. Donc, je veux que tout se mette sous l'ombrella nordique. En fait, je n'avais pas le droit d'utiliser le terme baby box. Ah oui. C'est protégé. Donc, j'ai pensé que birth qui signifie naissance, et basket qui est comme un panier. Est-ce que la société finlandaise est plus soucieuse à rendre la vie plus facile, à réduire le stress aux enfants et aux parents qu'en France? Ah oui, définitivement. Oui, Ouais. ça c'est sûr que tout est bien organisé. Bon, on n'est pas non plus nombreux, donc on est tous près de la nature. La nature est très importante pour les Finlandais et même s'il fait très froid, les enfants vont dehors bien couverts. C'est très important et je pense que le fait d'être proche de la nature réduit effectivement le stress et le fait que toute la société est bien organisée, on est toujours bien à l'heure, on essaye justement de réduire le stress au maximum grâce à la bonne organisation. Et puis, bon, c'est un pays Ouais. développé qui possède le côté médical est très bien mis en place Oui. et c'est vrai que ça réduit le stress, on se sent en sécurité entre les mains aussi des médecins, enfin des pédiatres ici en Finlande. On retrouve Laetitia Malinen de Nordic Bébé juste après la pause. À tout de suite. Que faire des mômes? Vous écoutez Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille, c'est Eric Couder. Retrouvons tout de suite Laetitia Malinen, fondatrice et directrice de Nordic Bébé, la boîte à tendresse venue du Nord. Pour mieux répondre au marché mondial, vous avez cherché des articles de bonne qualité qui répondent aux tendances et exigences du moment et qui sont fabriqués en Europe. Quels sont les articles que vous proposez? Alors, il y a essentiellement, bien sûr, des vêtements, des bodys, des pantalons, une grenouillère, des chaussettes, et puis également d'autres articles, par exemple pour le bain. Donc, on a une serviette avec capuche, il y a un thermomètre de bain, et puis également tétine. Ah oui, un livre aussi qu'on peut lire. En fait, il n'y a que des images. Ah oui. Et qui, oui, comme ça, il n'y a pas de problème avec les langues. Les Et langues. aussi, il est très pratique parce que on peut le mettre dans le bain. Ah oui. Donc ça c'est très pratique. Oui, après ça dépend. On a fait trois boîtes en fait différentes Oui. pour aussi répondre aux exigences climatiques Bien à sûr. travers le monde. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir un gros duvet, mais ça c'était oui, aussi un fait important. Oui, il y a trois trois différentes versions de Nordic Birds Basket, de votre boîte. Oui. Voilà. Oui, et en plus de ça, il y a aussi la version de base, c'est-à-dire juste la boîte avec le matelas, le protège-matelas et le drap. Alors je voulais aussi préciser que les couleurs de vos articles sont unisexes et simples. Ça c'est important. Oui. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui, on ne fait pas de distinction entre les filles et les garçons. C'est plus simple. On peut garder la surprise du sexe du bébé jusqu'au jour de sa naissance. On n'a pas besoin de savoir. Et si c'est un garçon ou une fille, les vêtements iront aussi bien à l'un qu'à l'autre. Alors pouvez-vous nous en dire davantage sur The Rural Earth Platform? Oui, alors en plus de la boîte de maternité en elle-même, c'est vrai que j'ai réussi, pour moi, c'était très important d'offrir, j'ai dit, un bon départ dans la vie à tous les bébés du monde et aussi à essayer d'aider en fait les bébés qui n'ont pas la chance de vivre dans un pays développé, c'est-à-dire dans un pays pauvre. Et c'était un projet que j'avais en tête par moi-même, en fait, depuis le départ. Mais je ne savais pas très bien comment j'allais le réaliser. Je me suis retrouvée au même endroit que d'autres entreprises qui, elles aussi, cherchaient à lutter contre la mortalité infantile et maternelle.
à travers le monde. Et nous sommes regroupés, nous avons mis en place un projet qui s'appelle The Rural Earth Platform, c'est-à-dire la plateforme rurale du cœur. Et le but est de mettre en place un système de dispositifs de prévention comme en Finlande, qu'on appelle Neovola, c'est-à-dire pour guider les mamans depuis leur grossesse jusqu'à la naissance de leur bébé et au-delà, pendant la première année en fait du bébé. Et pour ça, il faut qu'on commence par avoir dans ces régions rurales d'Afrique, c'est là où on essaye de mettre en place le premier projet. Nous essayons de mettre en place tout d'abord une plateforme électrique, d'avoir de l'eau potable et de former le personnel sur place et également les mamans. Et en règle générale, ces villages où ils sont éloignés des villes, donc aussi l'important est que les mamans aient accès à des conseils simplement et quand elles en ont besoin. Et il y a une entreprise en Finlande qui fait ça très simplement par SMS. Oui. Et malgré le fait que là-bas en Afrique, c'est vrai qu'il manque de choses simples, mais en fait les téléphones portables sont assez bien développés. Oui. Et donc ce système marche également là-bas. Donc en fait la boîte de maternité vient un petit peu en fin de ce grand projet. C'est un petit peu comme une carotte, c'est-à-dire un petit peu comme ici en Finlande, on ne peut pas recevoir cette boîte de maternité si on ne suit pas certaines visites médicales obligatoires. Et ça, c'est la solution que donc la Finlande a trouvée afin de non seulement les produits sont sans danger et le bébé se sent en sécurité, mais aussi les visites médicales sont obligatoires afin d'avoir cette boîte de maternité. C'est une belle initiative en tout cas. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Ouais. Alors pour les parents qui nous écoutent dans le monde, puisque l'émission est diffusée dans le monde grâce à Internet, ce matin, eh bien écoutez, on parle en Finlande, donc vous voyez, comment peuvent-ils commander vos articles ? Alors simplement grâce à notre boutique en ligne sur nordicbirthbasket.com. Une fois que on a passé commande, j'envoie la boîte après partout dans le monde. Nous avons juste un revendeur au Japon qui a créé sa propre boîte pour mieux correspondre au marché japonais, donc avec qui je travaille. Mais sinon, c'est moi qui envoie partout dans le monde. Très bien. Laetitia Malinen, avez-vous quelque chose à rajouter ? Ce que je pourrais rajouter, c'est que Nordic Bébé est vraiment la boîte à tendresse venue du Nord. Et à travers mes articles, j'essaye de mettre tout le bien-être des pays nordiques pour les bébés et les futures familles, je dirais, aussi bien pour le père que pour la mère. Et j'espère que grâce à mes articles et à cette boîte de maternité, les bébés se sentent bien et ainsi la famille aussi se sentira bien. Très bien, je vous remercie Laetitia Malinen, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir Eric. Bonne journée, au revoir. Alors, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, rendez-vous sur quefairedesmoms.fr. Vous trouverez un lien vers le site Nordic Basket dans le podcast de cette émission. Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille continue juste après une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? Vous écoutez Que faire des mômes, c'est Eric Couder. À présent, votre rubrique à vos agendas. Que faire des mômes ? Cinéma, cette semaine, je vous propose de découvrir la bande-annonce de la nouvelle comédie familiale d'Yvan Calberac avec Benoît Poulvord, Valérie Bonneton et le jeune Elie Tona. Venise n'est pas en Italie. Le film raconte l'histoire de l'excentrique famille Chamodo. Tout commence quand Émile tombe amoureux de Pauline, une fille de son lycée, et qu'elle invite chez elle dans sa famille à Venise. Les parents décident de l'accompagner là-bas avec leur caravane pour un voyage aussi fou qu'initiatique. Découvrons ensemble la bande-annonce. Si ça te tente, je fais un concert classique au début des vacances. Carrément, c'est où ? En Italie, à Venise. J'aimerais trop y aller. J'ai une bien meilleure idée. On va y aller tous ensemble à Venise. T'es sérieux ? Avec notre caravane. Ah yeah, on est tous ensemble.
Bienvenue chez les dingues. Le moteur est en surchauffe à cause de la caravane. Enfin, ça va pas, on va cuire comme des beignets, là. C'est un garagiste qui m'a donné ce truc-là. Il faut mettre le chauffage à fond et ça fait refroidir le moteur. N'importe quoi. Calme-toi. Tout va bien. Bonjour. Vous prenez chaque repas? Non. Non. Venise n'est pas en Italie, un film à découvrir en famille au cinéma. À noter dans vos agendas la comédie Saint-Michel à Paris tous les mercredis à 15h15 jusqu'au 26 juin. Les aventures de Plastoc et Gouttelette sur une mise en scène et interprétée par Jean Blanc en collaboration avec Fanny Herguier. Un spectacle à découvrir à partir de 4 ans. Je reçois à présent Romane Vol pour nous présenter le festival Échappée Belle à Blanquefort. Bonjour Romane Vol. Bonjour. Alors vous êtes chargée de communication et relations presse sur le festival Échappée Belle qui propose 4 jours d'aventure artistique à l'air libre. Un festival qui se déroulera du 23 au 26 mai prochain à Blanquefort. Alors quelques mots sur ce festival l'Échappée Belle. Alors c'est un festival emblématique de Blanquefort et de la scène conventionnée Le Carré Colonne qui organise ce festival. C'est un festival qui s'adresse à tout le monde, à toute la famille, aux enfants comme aux petits comme aux grands enfants, avec une programmation éclectique, espiègle et curieuse, comme on aime l'appeler, une programmation qui mêle des spectacles de cirque, de danse, de théâtre d'objets aussi, et puis aussi des bals qu'on programmera le soir sous le ciel étoilé de Blanquefort. Alors c'est un événement solidaire et soucieux sur l'impact sur l'environnement également. Hein. Exactement. C'est vrai que cette année, on a souhaité mettre l'accent sur nos engagements solidaires et éco-responsables du festival, puisqu'en fait on s'est rendu compte que ça faisait quelques années qu'on était déjà engagés dans ce type de démarches qui sont aujourd'hui très en vogue entre guillemets pour beaucoup de gens, mais il se trouve que nous Échappée Belle, ce festival-là fait déjà beaucoup de choses en termes de solidarité. En fait, nous avons un village des associations qui regroupe les associations de Blanquefort, qui propose un village solidaire pour la restauration du public. Et puis on est engagé dans une démarche éco-responsable, notamment en ayant une brigade verte, en triant les déchets sur le parc, en valorisant les biodéchets aussi grâce à une association. Et puis là, cette année, on a décidé d'aller encore plus dans cette démarche éco-responsable, puisque nous allons créer un merchandising responsable, upcyclé comme on appelle, c'est-à-dire qu'on est allé récupérer des t-shirts de la matière première au Relais de Gironde, qui est une association qui récupère les vêtements que les gens donnent dans des bornes. Et nous, on est allé récupérer ces t-shirts-là, évidemment, des t-shirts qui sont neufs, et nous les avons brodés dans une association bordelaise pour ensuite proposer un merchandising aux couleurs d'Échappée Belle. Alors 23 spectacles sont programmés, 95 représentations seront données. Il y a 2 jours pour les professionnels de prévu. Il y a également 4000 enfants qui sont déjà inscrits, c'est ça hein. Exactement. En fait, en parallèle de ces journées professionnelles, nous créons des journées jeunes publics avec une programmation exclusivement dédiée à ces enfants que nous allons accueillir dans le parc. Et cette année, encore une fois, nous allons accueillir 4000 enfants et leurs accompagnateurs. On leur propose des parcours vraiment dédiés. Ils vont pouvoir voir des spectacles, mais aussi être à la rencontre des artistes, soit en échangeant avec eux après les spectacles, soit en participant à des ateliers. Il y a aussi un petit jeu de piste qu'on aime créer sur le parc pendant le festival pour que les enfants comprennent aussi ce qu'est un festival et comment il s'organise. Et puis pour l'anecdote, on leur offre un petit jeu, un labyrinthe. Ce jeu leur offre une entrée gratuite pour le week-end du festival, puisque le week-end on a 18 spectacles alors que pour les journées jeunes publics il n'y en a que 9. Une dernière chose, quelques titres de spectacles que vous allez recevoir justement. J'aime à parler de mes coups de cœur qui seront, j'espère, les coups de cœur de tout le public. Nous allons accueillir notamment Mélissa Van Veppie avec son spectacle L'aérien, causerie en volée, qui est un très très beau spectacle où Mélissa se grime un peu en conférencière. Elle vient raconter un peu le mythe d'Icare et pour raconter toute cette notion autour du vol, de l'aérien, elle est sur une chaise qui va grimper jusqu'à 3 mètres de hauteur. C'est tout en poésie et en même temps on apprend aussi beaucoup de choses. Et aussi c'est très, très drôle.
Bien sûr. Autre spectacle très aérien, c'est la compagnie Kiaï qui présente le spectacle Cri. Là, c'est un spectacle très visuel puisqu'en fait, il y a 3 grandes trampolines. Au centre de ces 3 trampolines, il y a un mât chinois et les artistes vont s'amuser à évoluer autour, au-dessus, dans les airs et ils seront accompagnés d'une musique live, d'un slammer et d'un guitariste. Voilà, ils vont aussi tutoyer les étoiles. On a aussi de la danse avec une compagnie espagnole, la compagnie Hurricane, qui va proposer un spectacle très énergique autour du sentiment amoureux. Et puis aussi un autre petit coup de cœur, je me permets d'en parler, c'est la compagnie Scopiton qui vient présenter 2 spectacles qui s'appellent l'un Blanche-Neige et l'autre Cendrillon. Ce sont des petits bijoux de spectacles d'objets, de théâtre d'objets. Chacun reprend le célèbre conte de Blanche-Neige et l'autre de Cendrillon, mais revisité, c'est-à-dire que Blanche-Neige se transforme en cordonnière avec des boîtes de chaussures, etc. Et puis Cendrillon, elle est devenue la super femme au foyer. En tout cas, ça donne envie. Je vous remercie, Romane Vol. Merci beaucoup. C'est moi. Merci à vous. Le festival Échappée Belle, 4 jours d'aventure artistique à l'air libre du 23 au 26 mai prochain à Blanquefort. Que faire des mômes revient dans quelques instants, juste après une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes Vous écoutez Que faire des mômes, c'est Eric Couder. À présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mômes Christine Lederoux est mon invitée d'honneur. Bonjour Christine Lederoux. Bonjour Eric. Alors je suis très heureux de vous recevoir en invité d'honneur de cette émission de Que faire des mômes, puisque toute l'équipe de Que faire des mômes est fan des 4-7. Pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas encore vos 4 héros, qui sont les 4-7 ? Alors les 4-7, ce sont de jeunes aventuriers quimpérois de 12 ans et il leur arrive plein d'aventures un peu partout dans le monde et puis aussi en Bretagne puisque ce sont des Bretons et à chaque fois donc ils arrivent à élucider des enquêtes internationales assez difficiles et ils sont souvent aidés à la fin des livres par un inspecteur, Philippe Dufour, le seul adulte qui apparaît réellement dans les aventures des 4-7. Alors les 4-7, c'est Julien, Jeanne, Vincent et Théo. Un mot sur chacun, sur leur caractère. Alors, bien, c'est vrai qu'il y a 3 garçons pour une fille, mais bon, la fille, comme j'explique souvent, elle vaut bien les 3 garçons. Ils s'entendent parfaitement bien tous les 4. Il n'y a aucune différence. Alors, Julien, c'est un petit peu celui de la bande qui donne des idées, qui fait attention à tout, c'est un petit, je veux pas dire le cerveau de la bande, mais bon, c'est lui quand même qui est plus soucieux des bonnes choses pour que tout se passe bien. Ensuite, on a Théo. Alors lui, c'est l'intrépide, un malicieux. Lui, c'est que l'action. Donc, il a tendance à pas toujours réfléchir. Donc, heureusement qu'il y a Julien qui est là. Jeanne, c'est un mix des deux. Elle est très sportive dans l'action, mais elle est aussi très réfléchie. Donc, c'est vraiment, elle est entre les deux. Et Vincent, alors lui, c'est une personnalité un petit peu différente. C'est le super bon copain. Il lâchera pas ses potes dans les aventures ni dans les histoires, mais il préférait quand même rester tranquille avec eux, mais bon, il les abandonne pas et c'est un petit peu le gourmand aussi de la bande, c'est-à-dire que ils le tiennent un petit peu par les goûter. C'est un lichou comme on dit en Bretagne. Il aime bien manger. Alors comment sont nés ces personnages ? Ils sont nés en fait. J'ai écrit le premier livre qui s'appelle Complot sur l'Open, donc suite à un Open de tennis où j'ai été bénévole, où je donnais des cours de tennis aux enfants des écoles qui venaient faire l'initiation pendant cette fameuse semaine. Et puis bien, je me suis dit, tiens, ça serait sympa de mettre une intrigue policière avec des ramasseurs de balles, puisque je les voyais tous les jours travailler sur l'Open. Et du coup, voilà, l'histoire est née comme ça. Mais comme je pensais pas réellement qu'il y aurait une deuxième, qu'il y aurait du succès, je leur avais pas encore donné de nom. Et le nom apparaît uniquement dans le 2e tome, Les Pilleurs d'épaves, où là on les appelle les 4-7 parce que bien évidemment les 4-7 sont passionnés de tennis. C'est comme ça qu'ils se sont un petit peu connus, bien qu'ils fréquentent le même collège. Et voilà, d'où les aventures des 4-7 sont parties. Est-ce qu'on peut dire que les 4-7, ce sont un peu les clubs des 5 nouvelles générations ? Oui, voilà, c'est un peu le même style d'histoire, c'est-à-dire que c'est des polars, il y a des rebondissements, il y a plein de choses, des tunnels secrets, il y a plein de choses, des découvertes de pays, d'endroits, on se cache dans des endroits incroyables, mais avec la modernité d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ont des portables, ils ont des tablettes, ils ont toutes ces choses-là, et aussi évidemment dans un polar enfant, il n'y a pas de meurtre, ça c'est la première chose. Alors on sort un peu les armes de temps en temps.
on moleste, mais Ouais. on ne va pas plus loin. Alors il y a quelques mois, vous avez publié Mystère au manoir, votre 5e roman d'aventure à la trame policière haletante. Alors que raconte ce nouvel opus ? Alors là, c'est un petit peu un retour aux sources puisque ça se passe à Quimper, là où je vis. Et puis, bien, les enfants les 4-7, ils vont aller farfouiller dans un manoir abandonné, pas loin de chez Julien. Et en allant farfouiller dans ce manoir, ils vont découvrir des objets précieux qui avaient disparu en 1932 lors d'une enquête policière et qui n'avaient jamais été retrouvés. Et justement, ils vont apprendre tout ça en menant une enquête personnelle à travers le voisinage au départ pour savoir ce qui s'était passé dans ce manoir, parce qu'apparemment il y a eu une affaire très triste à cette époque-là, et ils vont donc prendre acte de cette affaire et ils vont remonter, c'est une sorte de cold case, ils vont refaire l'enquête 87 ans après, et ils vont se rendre compte que des choses sont passées à côté, que celui qui avait été condamné peut-être qu'il n'était pas coupable, et donc du coup ils vont essayer de chercher 87 ans après la vérité, et à travers plein de moyens justement que les enfants et que tout le monde on a à notre disposition sans savoir. Donc je fais découvrir ça aux enfants, notamment les archives et tout ça, et donc voilà. Alors je vais pas dire s'ils vont réussir ou pas, mais je pense que c'est une histoire un peu différente des 4 autres 4-7, Ouais. puisque là c'est une sorte de cold case. Voilà. Tout à l'heure, on a parlé de complot sur l'Open, mais il y avait également Oui. Les pilleurs d'épaves, Affaire Pélican à Miami et Le trésor de la mer Rouge. Un petit mot Oui. sur chacun de ces livres. Alors, en fait, moi, le but de l'écriture, c'est que à travers une trame policière, j'essaye de faire connaître aux enfants des endroits que j'aime beaucoup, que j'affectionne. Donc, du coup, dans mes livres, le lieu a quand même son importance, et en général, tous les détails que je donne sont réels. Alors, les pilleurs d'épaves se passent à Concarneau, une ville balnéaire du Finistère, et aussi aux îles Guénan, qui sont très connues. L'archipel est très connu du coup pour ses épaves et puis son eau transparente. D'ailleurs, il y a l'école internationale de plongée qui se trouve là-bas. Ensuite, je les fais partir à Miami, dans les Everglades. C'est un endroit aussi que j'affectionne beaucoup, où j'y vais depuis 13 ans assez régulièrement. Et donc, à travers les Everglades, la nature, la vie américaine aussi, je les fais évoluer. Ils vont chez un petit copain qu'ils connaissent de Concarneau, puisque c'est un franco-américain. Maman concarnoise et papa américain. Et ils vont là-bas et ils pensent passer des vacances tranquilles. Mais bon, ça va pas être le cas encore une fois. Il va y avoir des sacrées aventures. Et puis, il y a le trésor de la mer Rouge. Alors celui-là, c'est suite aussi à un voyage que j'ai eu la chance de faire à Petra, une cité antique que j'ai trouvé tellement magnifique et qu'on trouve aussi dans Indiana Jones, dans les aventures de Tintin. Et c'est vrai que c'est tellement beau, ça vous frappe que je me suis dit, je vais écrire une histoire là-bas. Et en fait, ils sont en vacances sur un paquebot avec leurs parents. Et donc, les parents pensant qu'ils allaient être tranquilles pour une fois sur un bateau, ben non, c'est mal connaître les 4-7. Ils vont encore déjouer une sacrée enquête. Et donc, ils vont enquêter à chaque escale, notamment la plus grande partie à Petra, sur le site antique, et puis aussi à la mer Morte, et puis sur le mont Masada en Israël. Dans quelques instants, Joël Legare nous en dira davantage sur sa collaboration avec Christine Lederoux, et je recevrai Sandrine Pandaven, éditrice aux éditions Locus Solus. A tout de suite avec Christine Lederoux. Que faire des mômes ? De retour pour la suite de Que faire des mômes, l'autrice Christine Lederoux est mon invitée d'honneur. À cette occasion, je reçois l'illustrateur Joël Legare et Sandrine Pandaven, son éditrice. Bonjour Joël Legare. Bonjour. Alors vous êtes illustrateur, vous vivez à Nantes, vous partagez votre temps entre bande dessinée, dessins humoristiques et illustrations. Vous signez chez Locus Solus La princesse qui chantait comme une casserole et 5 chevaliers sans peur. Et le dernier paru, la série Arsène Lupin en BD jeunesse avec Marc Lizano, édition Les Ronds dans l'eau. Et vous êtes illustrateur des romans d'aventure de Christine Lederoux. Christine Lederoux est mon invitée d'honneur aujourd'hui. Quelques mots sur l'autrice. Écoutez, donc j'ai illustré 5 romans donc avec elle. Et alors ce qui est amusant, c'est que je l'ai rencontrée finalement il y a peu. J'ai rencontré au dernier salon Quai des Bulles à Saint-Malo. Ouais. Mais auparavant, en fait, c'était juste des allers-retours par mail, et même essentiellement avec l'éditrice. Donc en fait, on se connaissait pas vraiment, quoi. Ouais. Donc c'était assez amusant de travailler comme ça, finalement avec quelqu'un qu'on n'a pas rencontré physiquement, et puis de faire sa connaissance plus tard, alors que beaucoup de travail a déjà été accompli. Quelle technique de dessin utilisez-vous pour illustrer les aventures des 4-7, ces personnages quand même, parce que vous avez donné vie à ces personnages?
Oui, tout à fait. Alors ils ont un petit peu évolué au fil des livres. Physiquement, ils ont peut-être un petit peu mûri aussi. Alors au tout début, je travaillais avec un instrument très du quotidien, avec le bic, avec un bic tout simple. Ouais. Ensuite, je le scannais et puis je travaillais sur les grilles pour les rendre plus noirs, pour avoir un côté plus lisible. Mais j'aimais ce côté assez naturel du dessin. Et puis ensuite, j'ai évolué davantage vers le crayon, mine noire, etc. Quelque chose de plus traditionnel dans le dessin. Et ensuite, pour les 3 derniers, je crois, j'ai travaillé sur palette, donc directement avec du numérique. Alors pour terminer cet entretien, qu'avez-vous envie de dire à Christine Lederoux ? Elle est mon invitée, elle vous écoute. Elle m'écoute. Déjà, salut Christine. Puisqu'on se voit si peu, on se voit pas souvent. Non, moi la qualité que je vois dans ces histoires, c'est surtout l'inventivité, parce qu'elle trouve toujours des astuces, des rebondissements. Il y a une ambiance, et je pense que c'est vrai que pour des enfants, enfin moi je me mets à la place des enfants, d'une petite dizaine d'années, 9-11 ans on va dire. Je trouve que c'est très prenant. Enfin, c'est peut-être le plaisir que j'avais moi quand je lisais des Clubs des 5 ou des mystères de la collection de la bibliothèque verte, quand j'avais leur âge. Je pense que un enfant aujourd'hui pourra retrouver ces émotions-là, le plaisir en tout cas d'être plongé dans une histoire à rebondissement, avec des mystères, avec une enquête. Et je trouve qu'elle a ce talent justement d'imaginer comme ça des scènes, des situations. Donc c'est un talent qu'on n'a pas, qu'elle a, et qui va lui permettre, je pense, de continuer à écrire, en tout cas dans cette frange. Voilà, donc bravo encore, et merci d'avoir fait confiance, de m'avoir fait confiance en tout cas pour les illustrations. Très bien. Je vous remercie, Joël Legare. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour Sandrine Pondaven. Bonjour Eric. Alors vous êtes co-gérante, directrice administrative et commerciale des éditions Locus Solus. Alors l'auteur Christine Lederoux est mon invitée aujourd'hui. Quelques mots sur l'auteur et sur ses ouvrages. Oui, en effet, on a rencontré Christine Lederoux un petit peu par hasard sur Quimper il y a quelques années maintenant. Christine est avant tout assistante maternelle, elle s'occupe d'enfants donc à son domicile, mais depuis toujours elle avait envie d'écrire, et c'était un peu aussi une revanche pour elle sur le fait que quand elle était jeune, elle était un peu dyslexique et que ça a été difficile pour elle. Je crois qu'elle était fille de libraire, donc quand même attachée aux livres et à savoir lire et faire passer des messages. Et puis l'écriture, c'est devenu au fil du temps un peu une évidence. Et puis c'est comme ça qu'elle a commencé à écrire ses premières histoires, des romans d'aventure pour les enfants de 7, 8 ans, 10 ans. Des petites histoires très dynamiques avec une écriture et des phrases assez courtes. Où elle voulait faire passer des messages et surtout cet amour de l'écriture et des aventures. Je vous remercie Sandrine Pondaven, merci beaucoup. Merci Eric. Alors Christine Lederoux, vous vivez à Quimper, vous êtes passionnée de sport et de voyage et vous êtes maman également. Oui, j'ai 2 garçons qui s'appellent Julien et Théo, et ils m'ont même inspiré pour mon premier, mes 4-7. Il se trouve que c'est leur vrai caractère aussi. Alors Christine Lederoux, pour terminer cet entretien, peut-être en exclusivité pour Que faire des mômes, est-ce que vous travaillez déjà sur un prochain livre ? Ah oui, alors là, justement, c'est Locus Solus qui m'a donné un petit challenge au mois à l'automne dernier, de créer une nouvelle série, de A à Z, pour des plus jeunes, les lecteurs débutants, pour les 7-8 ans, les CP en fin d'année. Et en fait, ça va être sur le monde de la piraterie. Donc j'ai créé une école de piraterie à Isla Morada dans les Bahamas. D'accord. Et alors pour les 4-7, est-ce que de nouvelles aventures se profilent ? Oui, j'ai déjà une petite idée derrière la tête pour un
un 6e tome. On peut pas savoir un petit peu ce qui va se passer? J'essaie, on sait jamais. Là, je pars en voyage dans pas longtemps en Écosse, à la découverte de l'Écosse. Donc peut-être que ça se passera par là-bas. Merci Christine Lederoux, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Eric. Mystère au manoir, le 5e roman d'aventure à la trame policière haletante de Christine Lederoux, aux éditions Locus Solus, à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika, qui m'a inspiré cette émission. Je voulais vous annoncer que vous pouvez me retrouver sur scène dans Histoire de loup, un spectacle pour les enfants, à partir de 5 ans, tous les dimanches à 11h, au théâtre Darius Milhaud à Paris. Rejoignez-nous dès à présent sur quefairedesmoms.fr où je vous invite à venir vous abonner au podcast et au blog pour recevoir toute l'actualité de l'émission. Et enfin, n'hésitez pas à réagir dès maintenant à ce programme sur Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre fidélité. Bye bye!